Voici la fin du cours de spécialité sur les suites de matrices. Maintenant que nous avons défini les suites de matrices, on va regarder les limites de ces éventuelles matrices. Alors un premier exemple que nous n'avions pas fini la semaine passée. Donc recherche d'un état stable dans une suite définie d'une manière, on va dire, linéaire. Une suite xn qui est définie par xn plus 1 égale a fois xn plus c. Alors, premier exemple, A est une matrice carrée de 2 et c'est une matrice colonne de 1. Donc chercher un état stable, c'est chercher une matrice S qui vérifie S égale AS plus C. Et comme on l'avait vu juste au-dessus, il suffisait que I moins A soit inversible pour avoir un seul état stable. Donc on refait le petit calcul, S égale AS plus C, donc ça nous donne S moins S égale C, ou I moins A fois S égale C. I-1 en faisant le calcul, ça fait moins 4, 3, moins 2, 5. Cette matrice a pour déterminant donc moins 4 fois 5, moins 20, moins 2 fois 3, donc plus 6, ça fait moins 14. Elle est donc inversible. Donc il y a un seul état stable qui est I-A puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de I-A fois la matrice C, et on obtient la solution 9 quatorzième, 6 septième. Le deuxième exemple, donc même départ, sauf que cette fois, eh bien, I-A a pour déterminant 0, donc est non inversible. Alors, y a-t-il pour autant ou non des états stables? Bien, chercher un état stable, donc grand S, matrice colonne 2, 1, qu'on va appeler XY. Donc, si on remplace, en fait, on obtient deux fois un système identique qui se simplifie en X moins 2Y égale 1. Donc, il y aurait une infinité de solutions dans ce cas présent. Alors quand on travaillera avec des probabilités, eh bien on ajoutera la valeur x plus de x plus y égale 1 pour avoir des solutions ou non. Donc un seul état stable quand i-a est inversible, et quand i-a n'est pas inversible, eh bien il peut néanmoins y avoir quand même des états stables. Dans ce cas-là, il peut y en avoir une infinité, comme aucun. Dernière partie, donc les limites. Alors, application marche aléatoire, paragraphe 3, on dit qu'une marche aléatoire est convergente si la suite des matrices colonnes des différents états xn de la marche aléatoire converge. La limite de cette suite est alors la matrice colonne formée des p limites obtenues. Alors, un théorème très important, si la matrice de transition d'un processus modélisable par une marche aléatoire admet une puissance dont tous les coefficients sont strictement positifs. C'est bien strictement positif. Alors le processus admet un unique état stable et la suite des états converge vers cet état stable, quel que soit l'état initial. Un exemple avec la marche aléatoire avec deux états, donc deux états A et B. Si on est à un état à un moment donné, la probabilité de rester à ce même état l'instant suivant c'est 1 moins P, donc pour passer de l'état A à l'état B, donc nous avons une probabilité P, et pour passer de l'état B à l'état A, nous avons une matrice de probabilité Q, et on complète le graphe. P et Q étant des nombres strictement compris entre 0 et 1. La matrice de transition, donc de A vers A, 1 moins P, de A vers B, P, de B vers A, Q, etc. etc. Et le théorème dit que, eh bien, quel que soit l'état initial, cette marche aléatoire à deux états converge vers un état stable unique, A, B, avec A, Q sur P plus Q et B, P sur P plus Q. Alors, petite démonstration. Donc, on définit d'abord la variable aléatoire xn, variable aléatoire, suite de variables aléatoires de matrice, donc la suite ANBN. Donc la somme des coefficients vaut 1. La relation entre un état et son état suivant nous donne AN plus 1 égale 1 moins P fois AN plus Q fois BN. Donc ensuite, comme BN c'est 1 moins AN, on peut écrire AN plus 5 en fonction de AN et des probabilités P et Q. Alors on pourrait faire évidemment la même chose avec Bn plus 1, sachant que Bn plus 1 c'est 1 moins An plus 1, et puis An c'est 1 moins Bn. Donc on pourrait faire tout à fait la même chose. Alors on va étudier cette suite An, toute simple. Donc elle ressemble à une suite déjà rencontrée dans la partie obligatoire.
On définit une suite intermédiaire UN qui est égale à AN moins Q sur P plus Q, et on va montrer que cette suite est géométrique. Donc UN plus 1, on l'exprime, et donc l'objectif, pour te montrer que c'est une suite géométrique, c'est que UN plus 1 s'écrive comme quelque chose soit UN. Donc AN plus 1 moins Q sur P plus Q, on remplace AN plus 1 en fonction de AN. Ensuite, il nous reste Q moins Q sur P plus Q. On réduit au même dénominateur en multipliant donc Q par P plus Q. Donc, ça nous fait Q facteur de P plus Q moins Q sur P plus Q. Ensuite, on observe qu'au numérateur, on peut factoriser par Q. Ça ferait Q facteur de P plus Q moins 1. Et si on veut mettre un moins à la place du plus, eh bien on prendra l'opposé, c'est-à-dire moins Q facteur de 1 moins P moins Q. Alors on peut se demander quel est l'intérêt de prendre ce calcul sous cette forme-là. Eh bien tout simplement, vous remarquez que devant AN, on retrouve 1 moins P moins Q en facteur, et dans ma fraction, on retrouve aussi 1 moins P moins Q. Donc on peut factoriser par 1 moins P moins Q, facteur de AN, et moins ce qui reste, Q sur P plus Q. Et évidemment, ça n'est pas anodin, puisque AN moins Q sur P plus Q, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est UN. Donc, j'ai une suite UN qui est géométrique de raison 1 moins P moins Q. Alors, P et Q étant des variables, cette suite géométrique, certes, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle converge vers 0. Pour ça, il faut que 1 moins P moins Q soit compris entre moins 1 et 1. Est-ce le cas? Oui. En effet, P est compris strictement entre 0 et 1, Q aussi. Donc P plus Q est compris entre 0 et 2. Et donc, moins P moins Q est compris entre moins 2 et 0. Et si j'ajoute 1, on est entre moins 1 et 1. Et donc, on sait, d'après le théorème vu en obligatoire, que c'est une suite géométrique qui converge vers 0. Et comme UN c'est AN moins Q sur P plus Q, AN c'est UN plus Q sur P plus Q, UN converge vers 0, donc AN converge vers Q sur P plus Q. Et comme la somme de AN et BN fait 1, eh bien la limite de BN c'est 1 moins la limite de AN, ce qui nous donne P sur P plus Q. Et donc on a un seul état stable, donc qu'on peut connaître quand on a deux états. Alors exemple de joueurs de tennis A et B. Donc A gagne la première semaine, 0,7. Alors en fait, s'il y a un état stable, peu importe l'état initial, puisqu'on sait que c'est indépendant de celui-ci. Simplement, on va définir la matrice de transition. A gagne la partie lors d'une semaine. Alors la probabilité qu'il gagne la suivante est de 0,4. Par contre, s'il perd, bien la semaine suivante, il décide de changer de stratégie et il gagne avec une probabilité de 0,9, ce qui nous fait une probabilité de 0,4, 0,1, 0,6, 0,9. Donc le P vaut 0,6, le Q vaut 0,1. P et Q sont bien des nombres strictement positifs et plus petits que 1. D'après le théorème qui précède, eh bien, cette suite de matrices, on va dire définie par la probabilité que A gagne ou qu'il perde, eh bien, va admettre à la longue un état stable. Et comme il y a deux états, perdre ou gagner ou perdre comme on veut, eh bien, à long terme, la probabilité de gagner, d'après le théorème précédent, Q sur P plus Q, ce qui fait un septième, et la probabilité qu'il perde, c'est 6 sur 7. Donc, il y a un seul état stable. Deuxième exemple, non plus une matrice de 2, mais une matrice 3-3. Donc, avec un individu susceptible de contracter une maladie, dans 3 états, il est susceptible de tomber malade, il est infecté ou il est immunisé. Donc le graphe donne les liens entre les états successifs. On construit la matrice de transition par colonne, donc en faisant attention à l'ordre SMI, donc S06 sur S, de SAM 03 et de SAI 01. La deuxième colonne, donc on part de M vers S, pas de probabilité, 0, de M vers M 0,1 et de M vers I 0,9. Et pour la troisième colonne, même chose. Donc c'est une matrice 3,3, on ne peut donc pas appliquer le théorème précédent qui s'occupait des matrices 2,2. Donc on remonte dans le premier théorème de ce paragraphe. Eh bien on va essayer de chercher une matrice, une puissance de matrice dont tous les coefficients sont strictement positifs. Alors en l'occurrence ici, si je prends M qui vaut 0,6, 0, 0,1, etc.
eh bien si je l'élève au carré, eh bien je retrouve, donc il faut faire le calcul, donc avec sa calculatrice. Donc en calculant m au carré, on s'aperçoit que tous les termes de la matrice sont strictement positifs. Donc, eh bien, on sait qu'il existe un unique état stable pour ce processus, qui est l'état limite, quel que soit l'état initial donc, du processus. Alors avec la calculatrice, bon, on essaie de prendre une grande puissance, m puissance 20, et puis on la multiplie par on va dire un état initial choisi, 1, 0, 0, et on s'aperçoit qu'on tombe sur la matrice 3 16e, 1 16e, 3 quarts, donc qui va être l'état stable. Pour vérification, on peut faire le calcul de m fois s, cette matrice ici, 3 16e, 1 16e, 3 quarts, et on retrouve notre état stable.